personnes, je vais rencontrer des gens sympas, 4 personnes, et autres. Merci beaucoup, Hugo. Normalement, vous devriez avoir une petite fenêtre qui vous demande que bien l'autorisation d'enregistrer le webinaire. Alors, c'est uniquement pour pouvoir ensuite le rediffuser, notamment sur le site internet, pour que les gens qui l'ont loupé puissent tout de même le voir. Donc merci pour ces réactions-là. On voit que le côté utilité des programmes de sciences participatives est assez prépondérant. Est-ce que dans ceux qui ont exprimé autre, est-ce que éventuellement vous voulez prendre la parole 2 secondes et nous dire pourquoi? Oui, non? Oui. Oui, Ouais, vas-y. bonjour. Alors moi je travaille Bonjour. dans une... Oui, bonjour. Alors moi j'ai mis autre. Alors je suis aussi sur la réponse 2, mais autre c'est parce que je veux aussi sensibiliser les Hmm, étudiants. Je travaille dans une université et du coup, voilà. C'est super. aussi pour impliquer les étudiants Merci. dans ce monde. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer là-dessus? Non? Bon, alors on va avancer. Dans le chat, tu as quelqu'un qui dit, Euh, pour ma ouais, part, c'est pour le travail, donc qui est gestionnaire d'espaces ok, naturels. ok, super. Une autre question, est-ce que vous avez déjà contribué à un programme de sciences participatives? Alors, oui ou non, tout simplement. Ah, on voit que ça se tire un peu la bourre, hein, mais on voit qu'il y a déjà des contributeurs à des programmes de sciences participatives. Alors peut-être déjà au People éventuellement, mais à éventuellement d'autres programmes. Donc on voit que les gens ont majoritairement quand même déjà contribué à un programme de sciences participatives, c'est intéressant. Euh, je vais vous poser la question suivante, justement. Éventuellement, est-ce que vous pouvez nous dire lequel, si déjà vous avez déjà participé à un programme de sciences participatives? Je vous laisse quelques secondes pour écrire les quelques mots de ce people. Donc ouais, ok. Et est-ce que le phénoclim, les oiseaux des jardins, l'enquête Lucan, le blob, tiens, c'est marrant, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce programme-là. Stellister Vigikero, alors là, il y en a qui cochent pas mal de cases. Faune France avec via l'appli iNaturalist. Speedball, Phénoclim. Est-ce que j'en ai oublié? Parce que je vois plein de mots qui apparaissent. Donc, oiseaux des jardins, il y en a plusieurs personnes. Bird Lab, inventaire divers ornitho. Ok, super, des comptages d'oiseaux. Enquête d'insectes de l'OPI. Lick and Go, qui est un programme qui s'intéresse au lichen, à la qualité de l'air dans les villes notamment. Ok, bah, je vois qu'on a quand même des gens qui connaissent plutôt pas mal le paysage des sciences participatives, c'est bien aussi. Et puis bah, pour ceux qui n'ont jamais contribué à un programme de sciences participatives, vous inquiétez pas. Voilà, ça va bien se passer. On va vous expliquer comment ça se passe et voilà. Est-ce qu'il y a des programmes que je n'avais pas vus? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc merci beaucoup déjà pour ces quelques questions, hein, ces histoires de se connaître un petit peu mieux déjà avant de commencer. Et je vais vous présenter en deuxième partie. On aura une troisième partie avec une interview avec les 2 observatrices et on aura une quatrième partie avec Colin Fontaine, qui est donc le chercheur. Mais là, je vais vous faire une deuxième partie pour vous expliquer un peu le contexte de tout ce programme SPIPOL. Donc SPIPOL, c'est un programme de sciences participatives, c'est un suivi des floricoles et des pollinisateurs, et ça depuis 2010. Donc c'est quand même un programme qui commence à avoir un peu d'ancienneté. Et alors pourquoi j'ai mis un programme de suivi des pollinisateurs et des floricoles? C'est parce que bah, toutes les petites bêtes qui viennent sur les fleurs sont ce qu'on appelle des floricoles, elles viennent se nourrir sur les fleurs, mais toutes ne sont pas forcément d'excellents pollinisateurs, toutes pas d'excellentes pollinisatrices, pardon, puisque parfois certaines, comme vous voyez ici, peut-être que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle à droite, là, en haut à droite, c'est ce qu'on appelle une cétoine, c'est une trichie, faciée, et donc bah, pour le coup, celle-ci, elle va passer un certain temps sur les fleurs, donc elle va pas forcément être très efficace dans le transport du pollen, alors qu'à contrario, à côté, on a ici, en haut à gauche, on a une abeille qui est un collet du lierre, et qui donc lui va être efficace dans le transport du pollen. Excuse-moi, Mais Mathieu, de te oui, couper. Je pense qu'il y a un petit délai, on voit pas encore le diapo. ah, Et on d'accord. est toujours sur le webclap là, sur ton écran. Ok, donc je arrête de partager, je repartage. Tac, excusez-moi pour ce petit contretemps. Est-ce que vous voyez là? Oui. Ok, désolé. Voilà.
Donc en haut à droite, je vous disais que c'était une cétoine, et puis en haut à gauche, c'est une abeille. Alors peut-être que vous reconnaissez certains des insectes qui sont ici. Alors ce sont tous des insectes qui sont des insectes relativement communs, hein, en France hexagonale, euh, qui sont alors pas forcément tous du nord de la France, il y en a qui sont plutôt du sud, mais voilà. Donc c'est un programme qui existe depuis 2010. Bah, c'est Simon. Voilà. Alors un petit rappel rapide, vous avez dit pollinisation. Bon, la pollinisation, c'est faire se rencontrer deux éléments distincts des fleurs, le pistil et le pollen qui est produit par les étamines. Et la rencontre, elle peut être le fait du vent, mais aussi des animaux, dont les insectes. Et c'est de cette rencontre que résultera la fécondation. Il faut juste faire attention. La fécondation, c'est quelque chose qui est distinct de la pollinisation. Bien sûr, en l'occurrence, il faut qu'il y ait eu une pollinisation pour qu'il y ait fécondation, mais voilà, ce sont deux phénomènes distincts. Et donc, évidemment, le développement des fruits va dépendre de cette fécondation et de cette pollinisation. Je vous ai remis un schéma pour que vous voyez un peu. Donc, je vous ai mis une belle fleur ici. La fleur, bah, il faut pas prendre ça comme quelque chose de beau pour les humains. C'est en gros les organes sexuels de la plante et où il y a une partie femelle et une partie mâle. Et la fleur, si elle est jolie, en gros, c'est parce que c'est un panneau publicitaire qui dit aux insectes venez manger gratis. Mais voilà, l'humain peut sélectionner un certain nombre de caractères et les transformer. Mais en général, voilà, les fleurs sont des panneaux publicitaires qui disent aux insectes, venez manger. Et donc les insectes, quand ils viennent butiner, ils se disent pas je viens polliniser, hein, ils se disent bah voilà de la nourriture gratis. Donc ils viennent sur la fleur, ils vont pouvoir se recouvrir éventuellement de grains de pollen qui sont produits par les étamines, donc les étamines qui sont les parties mâles. Et quand ils vont aller se balader sur la fleur d'à côté, s'ils sont couverts de pollen et qu'ils déposent des grains de pollen sur la partie femelle qui est le pistil notamment, eh bien, le grain de pollen, s'il est compatible, il va pouvoir germer à l'intérieur du pistil et aller jusqu'à l'ovaire et un ovule. Et à l'intérieur de ce grain de pollen, il y a en gros des spermatozoïdes. Et la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Donc cet ovule fécondé pourra donner une graine, qui à son tour pourra redonner une plante, qui pourra redonner des fleurs. Et souvent, l'ovaire va pouvoir se transformer et donner des fruits. C'est notamment souvent les fruits qu'on va manger nous-mêmes. Voilà, ça c'était un petit rappel de ce que c'est que la pollinisation. Alors pourquoi est-ce qu'on a lancé le suivi photographique des insectes pollinisateurs? Bah parce qu'on sait que la pollinisation, c'est un service écologique qui est essentiel. Alors j'aime pas trop ce terme de service écologique parce qu'on a l'impression que c'est fait pour nous. En fait, non, c'est la nature qui fonctionne comme ça, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que les gens parlent la plupart du temps. On sait aussi que c'est menacé. On a une mortalité importante chez les abeilles domestiques. Ça, c'est facile à repérer. Il suffit d'ouvrir les ruches d'abeilles domestiques, hein. Et on a un déclin généralisé des pollinisateurs sauvages en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne. Ça, c'était en 2010 et on se posait la question notamment en France. Il y avait des études déjà, mais rien de, de, de publié de très concret. Alors, comment on a mis en place le suivi photographique des insectes pollinisateurs? Donc, pour avoir un suivi des insectes pollinisateurs efficace, il faut une bonne couverture spatiale, c'est-à-dire couvrir l'ensemble de la France, et des données sur l'ensemble des cortèges d'insectes pollinisateurs et floricoles. L'idée, c'était recourir à la photographie numérique amateur dans le cadre d'un projet de sciences participatives. Et ça, c'était très original en 2010. Les réseaux sociaux n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'était quand même une idée qui était assez géniale, je trouve. Et la photo, en plus, c'est largement démocratisé, notamment avec les smartphones. Le principe, ça c'est pour tous les programmes de sciences participatives, mais c'est pour le People là en particulier, c'est qu'on a un réseau d'observateurs volontaires qui va produire des données. Et ces données vont être validées, interprétées par un pôle d'animation et de recherche. Et on a aussi, bien sûr, une validation par les observateurs. Et donc, on a une sorte de cercle vertueux comme ça qui va pouvoir tourner, où on va avoir le pôle animation recherche qui va faire des retours réguliers au réseau d'observateurs volontaires qui va continuer d'alimenter la base de données. Le mode d'emploi, alors comment participer en gros, hein, bah, c'est qu'on va choisir une espèce de plante en fleurs. On va photographier tous les insectes qui se posent sur les fleurs pendant 20 minutes précisément. À la maison ou alors sur le smartphone, je n'ai pas intégré le smartphone ici, mais on va trier et recadrer les photos. On va identifier les insectes avec des outils qu'on vous fournit. On va poster les photos sur le site et ensuite on va pouvoir commenter et participer à la validation des identifications. Donc on va constituer en fait des collections de photos qui vont être géolocalisées avec la plante identifiée grâce à PlanteNet. Et puis on va avoir toute la série des insectes qui auront été observés pendant les 20 minutes
Vous avez des commentaires, c'est le côté très intéressant, notamment aussi du Speople, c'est que vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir échanger avec les autres participants. Et puis on voit ici qu'on a tous les insectes qui ont été identifiés et on a le statut de l'identification, c'est-à-dire est-ce que l'identification associée à la photo est validée ou non. On considère qu'à partir de trois personnes différentes, participants, qui ont dit oui, l'identification associée à la photo est bonne, eh bien on considère que l'identification est validée. Vous pouvez aussi voir qu'on est plusieurs experts à passer régulièrement et que on a une petite étoile qui dit bah voilà, il y a un expert qui s'est exprimé, qui vous a validé la donnée ou pas. Ça, tout ça, ça fait que notamment on va pouvoir progresser relativement rapidement, notamment sur l'identification des insectes. Je vous ai mis ça, c'était un exemple de collection assez ancienne hein, déjà. Ça date de 2019 ou 2020, ça. Un autre exemple de collection. Alors, il n'y a pas de règle. Vous pouvez participer quand vous voulez, où vous voulez, à partir du moment où il y a des fleurs. Ça peut être en plein été, ça peut être en plein hiver. Vous pouvez participer une fois ou plusieurs milliers de fois. On a des observateurs qui sont déjà à plusieurs milliers de collections de photos. Pour vous dire, depuis 2010, on est à 4073 observateurs. Alors, ça, c'était en mars. Donc aujourd'hui, on est plutôt à plus de 4100. On est à 4112, je crois, participants. On est à plus de 700 000 photos d'insectes, 579 types d'insectes différents qui ont été photographiés. Et ça représente en gros 2 millions de minutes d'observation. Évidemment, les scientifiques, les chercheurs, les entomologistes n'auraient pas pu produire cette masse de données en aussi peu de temps, même si ça fait quelques temps quand même maintenant que ça existe. Et donc, c'est tout l'intérêt notamment de ce genre de programme de sciences participatives. Donc, à quoi ça sert? Évidemment, on en parlera avec Colin juste après. Mais je vous ai mis quand même des photos notamment. Oui, il y a quelqu'un qui a voulu parler, excusez-moi. Il y a ce qui nous intéresse, nous aussi, en tant qu'animateurs, bah, c'est que il y a des observateurs qui échangent et puis qui se forment. Là, vous avez une photo des rencontres nationales qui ont eu lieu dans les Cévennes il y a quelques années maintenant. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a des groupes qui sont très sympas. Ça, c'était il y a 2 ans dans le Mercantour, où d'ailleurs on voit Colin au premier plan. Et voilà, on organise tous les ans des rencontres. D'ailleurs, cette année, les rencontres auront lieu dans le Marais Poitevin les 15 et 16 juin prochains. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'en fait, on a des échanges avec différentes générations. Donc là, on a sur la photo en haut à droite, on voit Jean-Luc, qui est une de nos stars, Ascalaf 07, qui est un de nos plus grands contributeurs, qui contribue quasiment tous les jours de l'année, plusieurs fois par jour. Et on a aussi juste à côté Nicole, qui est une des participantes les plus anciennes aussi, d'un point de vue du timing, puisqu'elle a commencé il y a longtemps, mais en plus, elle a plus de 90 ans aujourd'hui. Donc on a fait les rencontres l'année dernière dans le Périgord, notamment pour aller la voir, puisqu'elle peut plus trop se déplacer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gens, bah, ils vont changer de regard. Par exemple, je vous ai mis des citations, mais le Speople a complètement changé ma relation aux insectes. Avant, je les observais très peu. Les photos permettent d'observer leurs détails. C'est magnifique. Un énorme plaisir d'apprendre des choses sur la nature, possibilité de rencontrer dialogue avec d'autres personnes qui aiment des petites bêtes. Et en plus, savoir que mes observations sont utiles à les chercheurs renforce mon envie de continuer. Là, on recoupe les motivations dont vous avez fait part tout à l'heure. Je vous présente très succinctement les outils parce que c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais en tout cas, le Speedball a son application mobile, ce qui fait que si jamais vous avez un smartphone pas trop mal en photo, vous allez pouvoir contribuer de façon intégrale directement sur le smartphone. Je peux vous d'ailleurs vous dire en exclusivité là qu'on a un système de recadrage automatique qu'on est en train de tester pour la prochaine version qui va sortir d'ici quelques semaines, qui facilite grandement le travail de tri et de recadrage puisque un algorithme derrière va aller regarder vos photos, va aller repérer les insectes et recadrer autour. Donc ça c'est tip top, ça va sortir dans très peu de temps, quelques semaines là. Mais en tout cas, l'application aujourd'hui, elle fonctionne bien et elle est là pour vous aider, vous accompagner pour la participation. Si jamais vous avez un bel appareil photo à côté, vous pouvez aussi l'utiliser en mode carnet de terrain. C'est-à-dire que vous prenez toutes les photos de la plante, du lieu et le moment. Eh bien, vous allez pouvoir faire tout ça directement sur le smartphone, vous géolocaliser, et après, vous allez pouvoir dire à votre smartphone, bah, tu me lances le timer, mais par contre, moi, je vais prendre mes photos avec mon bon appareil photo à côté. Et puis après, de retour à la maison, quand vous avez envoyé votre collection, vous allez pouvoir compléter avec les photos de vos insectes directement sur le site internet. Donc ça, c'est des petits visuels de l'application mobile. Notamment, on a adapté l'outil d'aide à l'identification euh, au smartphone, ce qui fait que vous pouvez directement identifier vos insectes. Alors, je dis pas que c'est très facile, parce que c'est pas forcément facile selon les groupes d'insectes, mais en tout cas, on y arrive. Et puis, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas hésiter à se tromper. C'est pas grave si on se trompe. Il y a toute la communauté qui est là pour vous aider derrière.
Bon, on a aussi des outils qui permettent, notamment s'il y a des animateurs et puis des gens qui viennent là à titre professionnel, on a publié des outils qui sont disponibles sur le site de l'OPI, directement imprimables, un fascicule notamment qui permet bah, tout simplement de découvrir le monde des pollinisateurs et de faire des jeux, d'avoir des informations. Voilà. Donc tout ça, c'est directement sur le site de l'OPI, pas du Speeple pour le moment, mais c'est en téléchargement, on pourra vous mettre le lien. On a des fiches animation, et puis on a aussi des posters qui permettent d'identifier, pour vous aider, ça peut être très pratique quand vous commencez, qui vont vous permettre notamment d'identifier par exemple les 4 grands groupes d'insectes pollinisateurs les plus fréquents, avec les pollinisateurs les plus communément observés dans le cadre du Speeple. Et donc vous avez des posters comme ça, format A3 imprimable, ou alors vous pouvez les consulter évidemment sur votre PC, et qui permettent de voir les insectes les plus couramment observés. Et comme ça vous permet de faire une identification assez rapide. Ils ne seront pas forcément là, vos bestioles, hein, mais en tout cas, vous avez une bonne idée de ce que vous pourriez voir. Et la communauté des Spipoliens, notamment à travers une Spipolienne en particulier qui a fédéré tout le monde derrière, a publié un certain nombre de posters que vous pouvez aussi trouver sur le site de l'OPI, on en a plus d'une vingtaine aujourd'hui, pour sensibiliser tout un chacun sur les pollinisateurs de telle ou telle plante, notamment des plantes qui ne sont pas forcément tolérées dans les pelouses, par exemple. On a un super poster sur les pollinisateurs des pissenlits. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver, imprimer, diffuser autant que vous le voulez. Et on est présent sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce que vous avez des questions déjà sur le côté pratique et compagnie? Est-ce qu'il y en a qui veulent mettre leur micro en route pour nous poser une question? Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? On peut prendre 5 minutes là pour répondre déjà. Et ensuite, on va discuter avec deux observatrices qui sont parmi nous. Pas de questions? Si? Il y a des, il y a des questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande Ouais. justement le matériel. Je ne sais pas si par exemple vous avez du matériel à conseiller, vous Alors, il n'y a voulez. pas vraiment de matériel à conseiller. Déjà, si vous avez un smartphone correct, ça permet de faire des belles collections déjà. Il faut qu'il soit performant en photo, évidemment. Après, si vous avez déjà un petit peu d'expérience en photo macro, évidemment, un bon réflexe avec un objectif macro c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il faut comprendre quand même que l'objectif du Speedball, c'est pas d'avoir les plus belles photos, c'est bien d'avoir des photos exploitables, même si elles sont pas très belles, du moment qu'elles sont informatives et qu'on arrive à identifier les insectes dessus, eh bien, voilà, il faut surtout pas avoir de complexe vis-à-vis de la qualité des photos, parce que même une photo un petit peu floue, mais sur laquelle on voit l'insecte et qu'on peut l'identifier, eh ben, il faut la mettre. C'est très important. Donc, vous limitez pas au matériel, lancez-vous, essayez. Et ce qu'on observe, nous en tout cas, à travers les participants, c'est que ils vont progresser rapidement en identification, en approche des insectes, et puis après, ils vont progresser rapidement en photo aussi. On en a certains qui s'équipent, d'autres qui restent avec un petit réflexe ou alors un petit compact et qui sont contentes très bien. Mais voilà, après, c'est vraiment vous, comment vous le sentez. On n'a pas forcément de matériel précis à vous conseiller. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Laurette Gilet. Oui, Oui, c'est moi. ouais, Bonsoir. bonsoir. Une question par rapport aux plantes. Ouais. Est-ce qu'il y a des plantes à prioriser ou pas, ou quand on fait, faut toujours aller sur la même, ou peu importe, sachant que les plantes fleurissent à des périodes différentes? Eh ben, en fait, il n'y a pas vraiment de règle de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir la plante qui vous intéresse. Ok. Généralement, quand vous commencez, on vous conseille d'aller vers une plante où vous voyez quand même qu'il y a quelques bestioles, parce que comme ça, vous n'allez pas trop vous ennuyer, parce que 20 minutes, ça peut être long sur une plante sur laquelle il n'y a rien. Euh, je précise aussi au passage que si jamais vous faites une observation, enfin, vous faites votre session de 20 minutes et que vous ne voyez aucun insecte, ben, il faut quand même poster votre observation, parce que c'est pas une absence de données, c'est une donnée d'absence d'insectes. Donc c'est important aussi. Ok. Mais c'est vrai que pour commencer, il vaut mieux aller vers une plante sur laquelle vous voyez qu'il y a quelques insectes et que vous allez pouvoir vous faire la main dessus. Mais très probablement qu'à terme, dans pas très longtemps, on devrait pouvoir lancer des sortes de missions aussi. Parce que on se dit que notamment, il y a des plantes qui sont peut-être sous-observées. On a des plantes qui éventuellement ont besoin d'être suivies régulièrement. Mais voilà, il n'y a pas de règle. La plante, à partir du moment où elle est en fleurs et où elle est accessible à l'extérieur, si vous êtes au milieu d'une serre fermée, évidemment, il ne faut pas. Mais voilà, toute plante en fleurs est éligible pour une collection de People. Ok, super. Merci. De rien. D'autres questions?
Alors, il y a une question, je vois, qui est arrivée dans le chat, comment sont pris en compte les groupes qui ne sont pas identifiables à l'espèce sur le terrain? Alors déjà, on a la photo. Donc il faut se dire que déjà, on a une trace de ce que vous avez observé. Euh, la photo, elle est publiée sur le site internet et elles sont toutes accessibles depuis le début directement sur le site internet. Donc en ce moment, par exemple, on a des experts qui sont en train de regarder les photos de cirque euh, pour aller voir s'il n'y a pas des choses un petit peu bizarres qui sont sorties ou alors des bêtes un petit peu sympas qu'on n'aurait pas vues. Et pour vous donner un exemple, récemment, on a un cirque qui a été observé 3 fois en France seulement, qui a été recensé dans le cadre du Speedball. Euh, alors, c'est pas parce une photo n'est pas forcément identifiable à l'espèce, en tout cas un insecte n'est pas identifiable à l'espèce, que l'information qui est là est pas importante et intéressante. Donc en fait, la photo est là. Si jamais on peut pas identifier à l'espèce, il y a des insectes qu'on peut identifier à l'espèce sur photo, il n'y a pas de problème, et ben on le fait. Si jamais on peut pas, et ben on les met dans des groupes, dans des sortes de cases. Les outils qu'on vous fournit en ligne, notamment la clé d'identification, va vous permettre de classer vos photos dans une des 630 cases qu'on a créées pour ranger nos photos. Alors au départ, ça fait un petit peu peur, mais en fait, ça va relativement vite. Et puis, comme je vous le disais, il faut surtout pas avoir peur de se tromper. Il faut, même si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, il y a d'autres personnes qui vont être là pour vous aider. Et ensuite, on va classer dans les différentes cases, dans les différents ce qu'on appelle des taxons dans notre vocabulaire, des taxons people. Et ces taxons people, il peut y avoir une seule espèce dedans, par exemple l'abeille mellifère, l'abeille domestique. Et des fois, bah, on peut avoir des taxons dans lesquels on a plein d'espèces. Par exemple, les mouches difficiles à déterminer. Parce que oui, il y a des tas de mouches qui sont extrêmement difficiles à déterminer sur photo. Et donc, en tout cas, la photo, elle est là. Il y a une identification qui est associée. Et peut-être qu'il y a un expert ou un autre participant qui va vous dire, mais en fait, on peut aller plus loin. Et donc, dans ces cas-là, on est en mesure de rajouter un nom plus précis via un champ qui est relié à une base de référence de connaissance des noms d'espèces en France. Et donc, on peut aller plus précisément sur photo. Généralement, quand on est dans un taxon un peu large, des fois, on peut aller plus loin. Et donc, on peut le faire. Et on le fait. D'autres questions? Une J'espère avoir dernière répondu question, à la question. une dernière question de Isabelle. Ouais, Lève la main. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est oui, bon? très bien. Super. Euh, il faut rester 20 minutes sur une fleur. Si par exemple c'est un petit églantier ou quelque chose comme ça qui a plusieurs fleurs, C'est est-ce que une l'on... espèce de fleur. Ouais, mais ah oui, d'accord. Ça veut dire que Voilà, si un insecte sur une fleur et un autre insecte sur l'autre, on peut prendre les deux. bien sûr. Voilà, d'accord. C'est sur un Oui. même pied en fait. C'est même pas sur un même pied, en fait. C'est sur la même espèce de plante en fleurs dans un rayon de 5 mètres autour de vous à peu près. Donc, si vous Ah, avez deux pieds d'églantier relativement proches, eh ben, vous pouvez les faire les deux. Par contre, si vous voulez, par exemple, si vous prenez un pissenlit, en fait, eh bien, c'est pas une fleur, c'est une inflorescence. Ce qu'on appelle une mhm, inflorescence, c'est un ensemble de fleurs, comme une pâquerette. Une pâquerette, chaque petit point jaune, c'est une petite fleur. mhm. Donc, on ne pourrait pas vous demander de faire une fleur, parce que évidemment, ce serait quasiment impossible. Donc, on vous demande pas non plus de faire une seule inflorescence. On va D'accord, vous demander de faire la même espèce dans un rayon de 5 d'accord. mètres autour Ok. de vous. Voilà. Et donc, faut pas hésiter à bouger un petit peu et aller observer ce qui se passe Ah, mais très bien. un Donc, petit peu plus loin. Voilà. dans un rayon de 5 mètres, en fait. Voilà, Non, c'est parce que ça. je me disais, bon, 20 minutes sur Non, une non, non. inflorescence, c'était Ouais, un peu du bol s'il y avait une dizaine ouais. d'insectes qui s'y pointaient, mais bon, ok. Bah, des fois, il y a Oui, des collections qui sont faites sur une seule fleur. Par d'accord. exemple, dans le cas où il y a, je sais pas, une tulipe ou alors une orchidée avec une fleur active. Donc, dans ces cas-là, ça peut être un peu long, effectivement. Mais bon, c'est une observation aussi et il faut pas hésiter même s'il n'y a pas eu de fréquentation, il faut pas hésiter à le poster quand même. Et ça, il faut le commenter, que c'est pas tout à fait sur la même... ou non, c'est pas Non, non, nécessaire. ça, c'est pas la peine. D'accord. Voilà. Du moment que vous restez bien sur la même espèce de plante en fleurs pendant les 20 minutes, D'accord. si par exemple dans une pelouse vous avez des pissenlits et des pâquerettes en mélange, bah, vous pouvez vous dire je vais faire une collection sur les pissenlits dans un rayon de 5 mètres autour de moi. Par contre, je ne vais pas regarder les pâquerettes pendant ce temps-là. Et D'accord. vous pouvez observer les pâquerettes, mais il faudra faire une deuxième session de 20 minutes sur les pâquerettes uniquement. Ok. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a... Je pense qu'on a répondu à peu près aux questions. Alors, je vais vous présenter deux participantes qui peuvent remettre leur caméra et qui peuvent ouvrir leur micro. Donc, je vous présente ici Amandine qui vous fait coucou. Et on a aussi Marie-Claude. Je ne sais pas si vous la voyez, Marie-Claude. Alors, moi, mon écran, tac. Vous pouvez Je mettre en le mode vois. grille. Voilà, vous pouvez mettre en mode grille
Alors après, quand vous mettez en mode intervenant, c'est la personne qui parle qui est en plus gros. Voilà. Et bien donc, on a Marie-Claude et Amandine qui sont parmi nous, qui sont donc deux Spipoliennes d'assez longue date. Et déjà, bah, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Marie-Claude, tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. Donc, moi, je suis en Provence. Je suis ingénieure en informatique et donc je passe mon temps dans un bureau. Donc, c'est pas marrant, je vois pas la nature et pourtant, je l'aime depuis toujours. Moi, je voulais au départ être vétérinaire. Puis bon, les choses ont un petit peu changé. Et puis, écoutez, un jour, comme je lisais la revue Sciences et Avenir, j'ai vu en 2010 un petit encart qui disait que un nouveau programme de sciences participatives démarrait. On cherchait des gens qui voulaient bien faire quelques photos et les mettre sur un site internet. Donc, j'avais un jardin avec des fleurs, je savais déjà faire un peu de photos. Pourquoi pas, hein, c'est le genre de truc que je peux faire. Et puis, bon, je connaissais rien aux insectes, mais je me suis lancée. Voilà, donc j'ai commencé à regarder mon jardin. J'ai découvert des choses que j'imaginais pas. Un petit monde assez intéressant, très accessible. Et puis, donc moi, depuis 2010, je Voilà, suis donc toujours là. voilà, Marie-Claude fait partie des anciens, entre guillemets, du Speedball, puisqu'elle est présente depuis 2010. Amandine, tu nous dis un petit mot sur, bah, te présente rapidement et comment t'en es arrivé à contribuer au Speedball? Donc, je suis Amandine, j'ai 42 ans, moi, et je spipole que depuis 4 ans, en fait, ce qui est déjà pas mal. J'en C'est suis déjà à pas mal. ouais, un peu plus de 600 collections. Et sinon, j'habite dans la région centre, moi, je suis pas loin de Bourges. Et puis, bah, dans la vie, je suis sinon professeur de SVT dans un petit collège de campagne, justement. Et ben voilà, que vous dire de plus? Et Je comment me- t'en es arrivé à participer au Speedball? Ah, bah, ça, c'est le confinement. Bah oui, en 2020, au Hmm. printemps, c'était le confinement et c'était pas évident pour les enseignants de faire école à la maison, d'inventer tout ça. Et j'ai eu besoin d'un truc pour m'échapper, d'un projet, quelque chose. Et bah, il faisait super beau à ce moment-là, c'était le printemps, il y avait des fleurs partout dans le jardin. Donc je suis partie sur ce people et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Ok, merci. Et bah, tant qu'on y est, puisque tu as la parole, que tu peux nous exprimer un peu ce que ça t'apporte en fait de participer? Alors, c'est un petit peu différent depuis que je suis vraiment spipolienne régulière. Au départ, c'était vraiment le côté j'apprends, je découvre, on découvre vraiment des tas de choses qu'on ne pensait pas, qui étaient présents autour de nous, vraiment. On apprend vraiment, vraiment beaucoup de choses au début, surtout. Et puis, plus les collections, plus les années passent, plus on fait de collections, plus on commence à apprécier aussi un petit peu tout ce qui est moins évident au départ. C'est une activité d'extérieur qui est calme, qui est très déstressante. Qui, par exemple, après une journée de boulot, un people et vraiment ça déconnecte. Donc il y a ce côté vraiment agréable en fait du people, même quand il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Au contraire, même des fois, je choisis exprès une fleur où je sais qu'il n'y aura pas trop de visites parce que voilà, j'ai besoin de tranquillité. Puis on est tout seul dehors avec son appareil et c'est vraiment ce côté sympa aussi. Puis c'est motivant. Même au bout de 4 ans, on découvre encore des insectes qu'on n'avait jamais vus. Et la petite bestiole un petit peu rare qu'on va être content de montrer aux autres dans sa collection. Donc ça, c'est chouette. Et puis beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est un des rares programmes, à ma connaissance, de sciences participatives où on échange autant avec les autres participants, avec Mathieu, l'animateur, par exemple. Et on peut se rencontrer en vrai aussi. Et ça c'est vraiment chouette. Donc ça fait des rencontres, des amitiés, c'est vraiment sympa. Voilà, en Bah, gros. c'est Puis rigolo. et puis le côté utilité aussi, bien sûr. Puisqu'on a des retours justement sur ce que font les chercheurs avec nos données. Et ça, c'est super motivant. Et vous connaissez pour le coup les chercheurs dont Colin. Et bah, c'est rigolo que tu aies parlé du côté déstressant, parce que il me semble bien, Marie-Claude, qu'aux premières rencontres du Speople, tu étais la première à avoir exprimé un truc. C'est bien toi, Marie-Claude, qui avait parlé de la sécurité sociale à ce moment-là. Oui, tout à fait. Bon, je peux que compléter ce qu'a dit Amandine parce que je crois on ressent un peu tous la même chose. Mais aux premières rencontres, j'ai dit, mais moi,
moi, j'aurais envie de dire qu'il faudrait rembourser enfin, tous nos frais, faire rembourser par la Sécu parce que ça fait effectivement un bien fou à la tête. Bon, moi, voilà, c'est effectivement sortir du bureau qui me fait le premier effet. C'est voilà, être dehors, ne pas être devant un écran, même si parfois ça peut être long quand on traite les collections, mais c'est être dehors, c'est être bien, c'est oui, détendu, ne pas penser à des choses désagréables. Non, et puis effectivement, après, quand on rencontre des gens qui ont la même passion, bah, ça fait un bien fou à la tête. Donc oui, oui, c'est à Ouais, donc, rembourser par la Sécu, tout ça. ouais, pour l'anecdote, quand Marie-Claude s'était levée pendant les premières rencontres pour se présenter, elle avait dit donc qu'il fallait que ce soit remboursé par la sécurité sociale, je m'en souviens très bien. Et puis elle avait dit aussi bonjour, je m'appelle Marie-Claude et je suis accro. Et ça avait beaucoup fait rire tout le monde. Et c'est resté notamment sur le forum. Si vous allez sur le forum du Spipol, sur le site du forum du Spipol, vous avez notamment on parle beaucoup d'accro. Voilà. Que c'est une bonne addiction, on va dire, de regarder tout ça. Tout à fait. Marie-Claude, justement, puisqu'on en parle, tu es là depuis très longtemps. Et est-ce que tu peux nous parler de ta progression? Est-ce que le Speeple, donc ça t'a permis de progresser? Tu disais que tu n'avais pas de connaissances à la base. Ah ben, en insecte, zéro connaissance, hein. Bon, je savais distinguer une abeille comment dire, d'une mouche. Moi, en fait, en voulant devenir vétérinaire, je m'étais beaucoup intéressée aux mammifères du monde entier. Donc, je vous aurais parlé des éléphants, des lions, des cerfs, enfin tout ce que vous voulez. Mais alors, un insecte, bah, je m'y intéressais pas beaucoup, enfin, comme plein de gens en fait, hein. Donc, bah, quand j'ai commencé, j'ai regardé juste dans mon jardin. À l'époque, bah, j'avais un simple petit appareil compact, et puis j'ai commencé comme ça, petit à petit. Et je me suis rendu compte que bah, dans mon petit cercle là de jardin, je retrouvais un peu les mêmes insectes, je les reconnaissais de plus en plus. En fait, avec l'habitude, l'œil et puis même l'oreille s'exercent. Et puis ça m'a pas C'est vrai que les suffi. insectes font des bruits différents selon Ah ouais. Et on puis en finit par les fait, reconnaître. ça m'a pas suffi. Il a fallu que je sorte du jardin. Donc je suis allée dans les rues près de chez moi. Je suis allée dans les friches, dans les zones plus sauvages. Et bon, alors j'ai bien sûr des insectes chouchous que j'ai reconnus très très vite. Il y en a qui sont plus faciles à reconnaître que d'autres. Mais en fait, petit à petit, c'est vrai maintenant, parfois juste avoir un insecte qui vole, je dis, ah, ça c'est ça, ah, ça c'est ça. Donc c'est l'habitude de les voir, le fait bah, d'être aidé aussi par des spipoliens quand on a des nouveautés, puis, bah, plus tous les outils informatiques, hein, évidemment maintenant. Mais petit à petit, on progresse et même assez vite. Et puis bon, moi, je me souviens d'une remarque que tu avais faite, Mathieu, qui était, je m'attendais pas à ce que les spipoliens amateurs progressent autant en expertise. Voilà. Donc la passion plus l'habitude fait qu'on progresse finalement tout seul sans s'en rendre compte. Mm. Et Amandine fait partie, d'ailleurs, tu fais partie des super validateurs. Tu peux nous dire, parce que tu passes pour le coup aussi pas mal de temps derrière ton PC, tu peux nous expliquer un petit peu ça? Parce que voilà, Oui, tu contribues beaucoup de ce point de vue-là aussi, pas que en observation et et le fait de poster des collections, mais aussi le fait de valider les observations des autres. oui, c'est vrai. Alors, je suis partie un petit peu de zéro aussi. Alors, c'est sûr que j'ai une formation en biologie, donc je connaissais un peu les grands groupes d'insectes, mais sans plus, quoi. Pareil que Marie-Claude, je m'étais pas intéressée plus que ça. Et au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes premières collections. Et là, c'est justement après les validateurs qui arrivent, qui regardent les photos qu'on a postées et qui vont me dire, ah bah non, ça c'est pas une mouche comme ci, c'est un cire comme ça. Et donc, du coup, petit à petit, on va corriger, on va s'améliorer. Et au bout de, je sais pas, 20, 30 collections, je faisais quasiment plus d'erreurs. Donc ça va vraiment super vite. Donc il y a les insectes les plus courants, en fait, on les apprend très très vite. Après, bon, on les rajoute petit à petit.
Alors ça fait un petit peu beaucoup au début, mais en fait, finalement, c'est assez gratifiant de progresser aussi vite. Et puis, il y a, comme disait Mathieu, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à mon tour, finalement, les insectes que j'avais appris à reconnaître, eh ben, je me suis mis à les valider, moi aussi, dans les collections des autres. Et ça, à force d'en voir, en fait, on se fait l'œil un petit peu. Et donc, c'est vrai que maintenant, oui, je passe des collections, mais surtout, entre midi et deux, par exemple, je vais voir les collections des autres, je valide, et tout ça, ça fait qu'on garde un pied dans le speedball, même quand on est au boulot, par exemple. Bon, sur la pause, hein, mais voilà. Ouais. Et donc pour le coup, ce qui est aussi vachement intéressant, donc là vous avez parlé de votre progression, du côté un petit peu échange avec les autres participants, mais ce qui vous motive et ce qui a motivé aussi un certain nombre de personnes à venir, notamment dans ce webinaire, c'était le côté utilité des données. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi en tant que contributeur, ce côté utile des données. Oui, bah oui. Et puis, on se met aussi à regarder différemment autour de nous, puisque on sait bien que les insectes vont pas bien. Et donc, il y a ce côté, je fais des photos, je fais des collections, ça va fournir des données qui vont permettre aux chercheurs d'avoir des billes un petit peu pour peut-être lutter contre ça. Et puis, c'est vrai qu'on se met à regarder autrement le monde autour de nous. Là, est-ce que j'ai raison de tondre ma pelouse, par exemple, à plein de pâquerettes? Donc, c'est vrai que j'ai arrêté de tondre, moi, depuis que je fais du people, par exemple. Mon On se jardin, il rend compte, ressemble plus ouais, à rien. ouais, bon, on se rend compte que les Spipoliens, effectivement, le fait de contribuer aux People a un fort impact. Il y a eu des études notamment là-dessus, hein, mais ça a un assez fort impact sur les pratiques de jardinage après, forcément, puisqu'on peut difficilement tondre les plantes sur lesquelles on va aller observer les bestioles qu'on apprécie tant. Euh, Bah justement, on a Colin qui est parmi nous qui va pouvoir, on va pouvoir discuter un petit peu avec lui. Juste avant qu'on discute avec Colin, est-ce que les gens qui sont dans le cadre du webinaire là, euh, vous avez une question ou deux à poser à Amandine et à Marie-Claude éventuellement? Vous n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a des questions, si on n'a pas. Alors, je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui me demande si je spipole avec mes élèves. Pour l'instant, non, pour la simple et bonne raison que dans mon collège, la tondeuse, elle est de sortie toutes les semaines et donc j'ai pas de fleurs à ma disposition. Donc, je milite pour qu'on arrête de tondre certains coins de la pelouse parce que là, j'ai pas de quoi faire avec les élèves. Mais oui, pourquoi pas, puisque le spipole se décline aussi en version pour adapter en fait pour les scolaires, pour les enfants. Donc, ouais, Dans le cadre de ça Vigie sera un Nature projet. École, ouais. C'est ça. Donc oui, peut-être dans le futur. Moi, je voulais Une ajouter autre- une petite chose, c'est que Ouais. le côté communauté, en fait, c'est vraiment un bonus de Mm. ce programme. C'est que bon, il y a des rencontres, alors soit officielles, nationales, soit moins officielles, comme des gens du Sud de temps en temps, donc qui permettent de se rencontrer. Et moi, je dois dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées sont sympas, sont intéressantes. On est tous différents, mais par contre, ça fait du bien de pouvoir parler à des gens qui nous comprennent parce que je pense que beaucoup enfin, ressentent la même chose. Quand vous dites autour de vous que vous vous intéressez aux insectes, on vous regarde bizarrement. Franchement, mais ah, les insectes, ça pique, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu te fais pas piquer. Bon, bah, c'est quoi ces trucs-là? Moi, chez moi, je les écrase. Je me souviens d'un paysan qui m'a regardé un jour faire des photos sur des fleurs à côté de son champ. Il m'a prise pour une folle. Il me dit, mais moi, je les écrase. Voilà. Donc, ça change un petit peu des discussions comme ça quand on rencontre des spipoliens. Et donc, ces contacts, alors en partie par Internet sur le site, et après, voilà, quand on se rencontre en physique, c'est vraiment un bonus par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Et je précise que la communauté des Spipoliens est quand même vachement bienveillante. Quand vous arrivez, que vous faites votre première collection, vos photos, elles peuvent ne pas être très jolies, elles peuvent même être franchement moches, c'est pas grave du tout. On va vous accueillir, on va vous dire bonjour, on va vous donner des conseils. Et en tout cas, par rapport à certaines communautés parfois de spécialistes ou je ne sais quoi, c'est franchement bienveillant. Voilà, c'est vraiment, c'est très agréable de ce point de vue-là et c'est vrai que c'est notable. Pour connaître un petit peu les différentes communautés d'entomologistes, des fois, quand on arrive et qu'on connaît rien, on se fait des fois un peu rembarrer. Là, c'est pas le cas dans le cadre du Spipol. Donc on a parlé, merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage. Alors j'ai vu, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein, mais j'ai vu Marie-Christine aussi qui est présente
si elle veut nous faire un coucou. On aurait pu avoir plein d'autres témoignages, mais là, allez, on a dit hop, on en prend deux. On prend deux Spipoliennes qu'on connaît bien. Évidemment, il y aurait pu avoir beaucoup d'autres témoignages d'autres participants. En tout cas, on vous remercie toutes les deux et merci aussi aux autres participants, bien évidemment. Maintenant, on va juste échanger un petit peu avec Colin Fontaine, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou et mettre ton micro, Colin? Oui, Eh bien, Colin, alors, je précise quand même que Amandine et Marie-Claude sont venues plusieurs fois aux rencontres, et donc elles ont rencontré Colin aussi. C'est-à-dire que les rencontres, ça permet non seulement de se rencontrer en tant que participant, ça permet de rencontrer l'équipe d'animation, mais ça a aussi permis de rencontrer les chercheurs qui bossent sur les données. Donc voilà, Colin, merci d'être avec nous, Colin. Euh, T'es chercheur, tu es responsable du SPIPOL, donc au Muséum national d'histoire naturelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier, a priori, comme ça? ouais, bien sûr. Donc, bonsoir. Donc moi, je suis chercheur en écologie. Donc le but de mon travail, en fait, c'est un peu d'essayer de comprendre l'effet des perturbations humaines sur la biodiversité et son fonctionnement. Et en fait, ça, moi, je l'ai pas mal étudié depuis ma thèse, en m'intéressant justement à la pollinisation, aux interactions entre les plantes et le pollinisateur. Donc, qui fait quoi avec qui? Et de s'intéresser comme ça à des interactions. Les pollinisateurs viennent manger, les fleurs comme ça se font féconder et peuvent se reproduire. Ben, en fait, ces interactions, c'est vraiment le tissu de la vie et c'est un moyen de comprendre le vivant autour de nous qui est vraiment fort, quoi. Donc voilà, depuis assez longtemps, je travaille sur les pollinisateurs. Et puis plus ça va, moins je fais les choses moi-même. Maintenant, je fais surtout de l'encadrement d'étudiants. Il y a pas mal d'étudiants qui utilisent les données du Speeple pour leur thèse, par exemple. Euh, et puis après, je fais comme tout le monde. Au bout d'un moment, on gère des trucs. C'est pas la partie la plus intéressante, mais Ouais, c'est la carrière qui avance, comme on dit. voilà, c'est ça. Mais le cœur de ce qui me motive quand même, c'est d'essayer, ouais, de mieux comprendre la nature, de comprendre les perturbations que les humains font dessus, pour essayer de les minimiser, de les faire connaître, etc. Ok. Et donc les collections Speeple, donc on rappelle qu'une collection Speeple, c'est 20 minutes d'observation et donc 20 minutes de photos sur une espèce de plante en fleurs. Donc ça, c'est des données scientifiques. Tout à fait. Alors, un des trucs qui fait que ce sont des données scientifiques qui sont très riches, c'est que on a ce fameux protocole qui fait que tout le monde est censé observer les choses de la même manière. Donc à chaque fois, chaque collection, c'est 20 minutes d'observation quelque part. Et le fait que ce soit 20 minutes, qu'on prenne en photo tous les insectes différents les uns des autres, que l'on voit pendant ces 20 minutes, ça permet de comparer ces observations entre des observateurs qui sont différents. Et ça permet d'avoir une unité pour pouvoir comparer les choses dans le temps, dans l'espace. Et puis l'autre chose qui fait que ce sont des données qui sont extrêmement riches, Mathieu en a déjà parlé, c'est que comme c'est basé sur photo, on a une trace de cette observation. Et cette trace, bon, elle permet de valider les photos, de valider les identifications, etc. Mais elle permet aussi d'aller quelque part, de pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, au début, on avait certains groupes de pollinisateurs qu'on avait classés dans le même groupe. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait les classer dans deux groupes différents. Et à ce moment-là, c'est possible de revenir en arrière sur ces données, de toutes les données qui ont été récoltées jusqu'à présent, et puis de reclasser les choses. Donc on peut améliorer la façon dont on classifie ces insectes, et on perd pas d'informations, on peut revenir en arrière, tout reclasser. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. Ok. Et donc après, toutes ces données que vous avez
que les Spipoliens ont pu aller récolter et transmettre comme ça sur le site internet. Elles vous sont transmises à vous, les chercheurs. Et qu'est-ce que vous en faites de ces données? Donc ces données, nous, c'est des gros tableaux. Des gros tableaux, je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. Et ce qu'on fait dessus, c'est des statistiques. Comme je vous le disais, chaque collection, c'est 20 minutes d'observation à un endroit donné, à un moment donné. Et puis, bah, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est prendre toutes les collections qui ont été faites sur les pissenlits, compter le nombre de d'insectes qui ont été vus sur chacune de ces collections, et puis en regardant où est-ce que ces collections elles ont été faites, on peut regarder par exemple bah, les collections qui sont faites dans le milieu agricole. Est-ce qu'il y a plus d'insectes pollinisateurs, plus d'insectes qui sont observés en 20 minutes que les pissenlits qui sont en ville? Ou bien, alors le plus d'insectes pollinisateurs, c'est le plus grossier, mais on peut aller plus fin. Est-ce qu'on voit plus d'abeilles? Est-ce qu'on voit plus de mouches? Est-ce qu'on voit plus de papillons? Voilà, donc on peut comme ça comparer les observations qui ont été faites par plein d'observateurs dans des endroits donnés ou des moments donnés selon les questions. Ok. Et est-ce que tu peux justement, tu nous disais que tu pourrais nous montrer, mais tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Parce que nous, on voit l'interface Speople avec les collections de photos. Donc on a un côté collection qui est très sympa, c'est très visuel, c'est super agréable. Mais une fois que vous avez reçu les données, sur quoi vous travaillez? Est-ce que tu peux nous montrer visuellement à quoi ça ressemble? Ouais, bien sûr. S'il y en Alors, a qui connaissent pas ce genre de choses-là. on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y en Hmm. a qui aiment les belles photos, les beaux sites Oui, internet, etc. Et puis, bah, je vais vous montrer, enfin, tu peux partager euh, ton écran. euh, je vais partager mon écran. Hmm. Donc, ce qu'on utilise, nous, c'est un logiciel qui s'appelle R. Alors, s'il arrive à se lancer. Vous voyez une page blanche, non? Oui, c'est ça, on voit une page blanche. Ouais, bah là, c'est pas. C'est l'effet Bonaldi, comme on dit. Ouais, c'est l'effet Bonaldi. Bah alors, je peux le relancer, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est les choses qui arrivent. On avait fait un essai tout à l'heure, mais Ça fonctionnait. ça fonctionnait. Bon, en Ouais, gros, bon, tu as des lignes de code. ouais, c'est des tableaux avec des donc on a en fait toutes ces données du site internet, elles sont mises dans un espèce d'énorme tableau où chaque ligne c'est un insecte qui a été observé et Aujourd'hui, sur la donc il y a ligne plus de on va 700 000 lignes. donc il y a plus de 700 000 lignes dans notre tableau ou dans votre tableau. Chaque ligne, c'est un insecte, et puis on va voir le nom de l'insecte, le nom de la plante sur lequel il a été vu, la latitude et la longitude de l'observation, la date, toutes les informations que vous rentrez, c'est-à-dire la couverture nuageuse, le type d'habitat. Etc., etc. Et puis une collection où on voit, disons, 10 insectes et ben ça va être 10 lignes de ce tableau qui vont toutes avoir la même, par exemple, les mêmes, la même localisation, donc la même latitude, longitude, mais ce qui va changer entre les lignes, c'est l'identité de l'insecte qui a été vu. OK. Et donc, à partir de tout ça, vous allez croiser les choses, vous allez faire des analyses statistiques assez compliquées. Et tu peux nous parler de quelques résultats qui seront issus du Speople, justement? Ouais, bien sûr. Alors la plupart des analyses qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des comparaisons spatiales. C'est-à-dire qu'on essaye de voir un petit peu où est-ce qu'il y a plus ou moins de pollinisateurs, ou où est-ce qu'il y a plus ou moins d'abeilles, où est-ce qu'il y a plus ou moins de mouches. Donc on a comparé comme ça des grands types de milieux, les milieux urbains qui sont assez favorables à pas mal d'abeilles, mais défavorables aux autres, les milieux agricoles qui sont assez favorables en fait aux espèces communes et puis les milieux naturels dans lesquels on trouve la plupart des espèces rares en fait. Donc ça, par Et exemple, c'est quelque chose qu'on a pu... ouais, je me permets Oui, de vas-y. partager notamment, je me permets de partager mon écran et notamment si tu peux, vous le voyez mon écran là?
Ouais. Euh, Notamment ce petit graphique là qui est, je trouve hyper intéressant, qui est issu d'une publication qui est sortie cette année, en fin d'année dernière. Tu peux nous en parler brièvement de celui-ci, le côté, les gradients entre urbain, semi-naturel et agricole, éventuellement. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est une représentation là en triangle. Les quatre points les trois, pardon, trois pointes du triangle, c'est les différents types de milieux. Donc on a par exemple, donc en bas à gauche, c'est le milieu urbain. En haut, c'est le milieu semi-naturel et à droite, en bas, c'est le milieu agricole. Et puis, ben, si vous vous positionnez dans ce triangle, si vous êtes, par exemple, alors je peux pas montrer, mais par exemple, si vous êtes dans un milieu qui est 100% urbain autour de vous, vous allez être dans cette pointe du triangle. Si vous êtes dans un milieu où autour de vous, vous avez 50% d'urbain et 50% de milieu semi-naturel, vous allez vous trouver à cette partie du triangle. Si jamais vous avez autour de vous 33% enfin un tiers de milieu urbain, un tiers de milieu semi-naturel et un tiers de milieu agricole, vous allez être pile au milieu du triangle. Donc comme ça, on peut repositionner toutes les collections qui ont été faites en fonction du paysage qu'il y a autour des collections qui a été fait. Et les couleurs, elles vous disent quelle est la richesse spécifique, donc le nombre d'insectes différents qui ont été vus dans ces collections. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que ben, le milieu urbain, c'est pas très riche. Vous voyez que c'est des couleurs bleues, donc je vois pas très bien C'est à peu près cinq insectes pollinisateurs qui ont été vus quand on est en plein dans de l'urbain. Différent. Et puis, ben, quand on est cinq insectes pollinisateurs différents, exactement, d'espèces différentes. Et puis, quand on est dans le milieu semi-naturel, là, tout en haut, on est sur quelque chose qui est tout rouge là. Et donc, on est à un peu plus de 7. Je vois pas très bien Et ce qui la est légende. rigolo, ouais, 7,4. Et ce qui est rigolo, ce qu'on aperçoit là en l'occurrence, c'est que le maximum de richesse qu'on observe, eh ben, il est sur un paysage agricole avec un tiers gros de semi-naturel. De Euh, milieu semi-naturel, ouais, ouais. tout à fait. Et, euh, et ce qu'on voit aussi, bah, alors ça c'était pour le général, donc ça c'est le maximum de richesse aujourd'hui en France métropolitaine à partir des données SPIPOL. Le maximum de richesse observée, c'est dans des paysages agricoles avec 30% de semi-naturel. Donc c'est pour vous dire que le côté agricole a une forte importance quand même pour la conservation des espèces. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que comment dire, ces graphiques, eh ben, ils sont pas exactement les mêmes. Ce sont les grands groupes d'insectes qu'on va pouvoir observer. Donc là, par exemple, vous avez les abeilles. On voit bien qu'elles réagissent pas du tout de la même façon que les cirques et pas du tout de la même façon que les papillons et les autres insectes, Donc etc. typiquement, là, si on regarde les abeilles, on voit qu'elles sont sur le côté plutôt urbain, urbain milieu naturel. Les cirfes, on les trouve plutôt dans le milieu agricole et les papillons plutôt dans les milieux naturels. Voilà. Voilà des choses, ce type d'analyse. Donc, on a fait pas mal des trucs comme ça. Et puis, actuellement, on est en train il y a des projets qui se développent pour essayer de mieux voir ce qui se passe en milieu agricole et notamment avec l'utilisation des pesticides. On est en train d'essayer de croiser les données qui ont été récoltées par le SPIPOL, qui nous renseigne donc sur les insectes, avec des données de vente de pesticides aux agriculteurs, qui sont des données publiques. Chaque vente de pesticides, en fait, est enregistrée et on connaît le code postal de l'acheteur. Et du coup, comme ça, on peut savoir vous avez peut-être vu des cartes des cartes de France qui montrent un peu la charge en pesticides qu'il y a partout en France. Et donc, c'est ce type de données qu'on essaye de croiser avec les données du SPIPOL. Et puis, peut-être un dernier truc là qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'essayer donc avec le Speedpol, on a la France qui commence à être vraiment bien couverte de collections un peu partout. Et donc ça nous permet toujours de savoir un petit peu quel pollinisateur est-ce qu'on voit où. Et ça, on peut utiliser enfin d'autres méthodes, ce qu'on appelle des modèles de niche, qui nous permettent d'essayer de vraiment faire des cartes assez précises de la distribution des pollinisateurs. Alors, je peux peut-être essayer de vous partager en exclusivité mondiale
des travaux d'un étudiant euh, qui on s'est intéressé, on a fait ces cartes de distribution. Vous les avez ici pour les deux espèces de frelons que l'on a en France, donc le frelon asiatique et le frelon européen. Et puis donc ça, c'est les résultats des modèles qui nous disent plus la couleur est foncée, moins il y a de frelons asiatiques. Et puis plus elle tend vers le jaune, plus on a le frelon asiatique est présent. Et même chose pour le frelon européen. On Et voit donc que on le peut frelon asiatique a l'air de bien aimer les agglomérations, notamment. ben, typiquement, on voit très très Mhm. bien que il y a plein de petits points là jaunes Mhm. qui ressortent et on voit très bien que ce frelon asiatique, il se concentre principalement dans les villes, alors que le frelon européen, lui, si vous regardez les villes là encore, hop, elles sont Mhm. toutes bleu foncé et on le voit pas Ouais. trop. Et ça, en fait, le frelon asiatique qui est dans les villes, c'est quelque chose qui est assez connu des espèces Mhm. exotiques qui ont tendance à bien s'implanter dans les villes. On voit aussi, par exemple, que le frelon européen, on le voit pas trop sur les côtes ni atlantiques ni méditerranéennes. Ça, c'est quelque chose qui est relativement connu des entomologistes. Euh, donc, on arrive comme ça à faire des cartes. Donc là, on a commencé avec le frelon asiatique et le frelon européen, mais à terme, une fois que notre méthodologie sera bien stabilisée, on va passer à faire ces cartes pour les différents pollinisateurs qui sont dans le spipole. Les frelons sont présents dans le spipole, hein, puisqu'ils vont butiner les ouvrières Tout à fait. comme les reines à l'automne vont butiner et on va très souvent les observer sur le lierre grimpant, notamment à l'automne. Ils vont faire le plein avant l'hiver. Mais ouais, voilà, donc ça fait partie des insectes qu'on peut observer à butiner de façon assez courante. On les pense pas pollinisateurs, mais sur le lierre, en fait, Mm. il Probablement. semblerait qu'ils aient un petit rôle au moins. Mm. Ben, merci beaucoup, Colin, pour ces informations et ce témoignage. Est-ce que des personnes ont des questions à poser directement à Colin? Pas hésiter, on n'est pas hyper nombreux, donc vous pouvez ouvrir le micro et profiter d'avoir un super chercheur à disposition. Est-ce que éventuellement, euh, Si, ouais, si vas-y. personne se manifeste, il y a une question dans le chat qui peut être intéressante. Quelqu'un qui demande est-ce que les 20 minutes d'observation ont été choisies par rapport à des critères scientifiques ou c'est plutôt pour faciliter la participation des observateurs? Eh ben, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que dans tout programme de sciences participatives, il faut avoir des données qui sont utiles pour la science. Donc, on se dit côté science, on se dit ben faut rester assez longtemps parce que si on reste que 10 secondes, on va pas voir grand-chose, on va voir plein de trucs vides, ben, et puis on va pas, ça va pas être terrible. Par contre, rester 4 heures devant une fleur, pour nous, ce serait chouette, mais peut-être que pour l'observateur, il s'en lasserait. Donc, il faut trouver un optimum entre le plaisir que peut avoir l'observateur à participer à un programme comme ça et la qualité des données qu'on va récupérer et leur interprétabilité pour faire des statistiques derrière, etc. Donc, c'est vraiment un compromis. Ouais, j'ai vu passer aussi une question sur les cirques, là, notamment, qui seraient plus résistants aux pesticides, point d'interrogation, on a vu qu'ils étaient sur le graphique, ils étaient plus présents, ils étaient plus observés et plus divers dans les zones agricoles. Alors en fait, il y a notamment une question que les cirques qu'on observe d'un point de vue purement entomo, les cirques qu'on observe le plus couramment, c'est les cirques qu'on appelle aphidiphages, c'est-à-dire dont les larves mangent des pucerons. Et très probablement que ces pucerons qui se débrouillent plutôt pas, enfin en tout cas ces pucerons qui se débrouillent plutôt pas mal dans les cultures intensives permettent à ces cirques d'être très présents et assez diversifiés. Donc c'est probablement lié au fait que ce sont ces espèces qui sont très présentes. Par contre, évidemment, les espèces qui sont très sensibles d'un point de vue écologique et qui vont avoir besoin, qui ont une toute petite niche, qui vont nicher, enfin, dont les larves vont se développer dans des cavités d'arbres pleines d'eau, etc. Bah, ceux-là, on va pas du tout les voir dans ces endroits-là. Pourtant, c'est des espèces rares, voilà, et excusez-moi. Et pour le coup, ils sont assez difficiles à identifier.
Donc voilà, ils ne seront pas forcément identifiés comme tels dans la base de Less People. Et peut-être ce que je peux rajouter, c'est que les figures qu'on a vues là en triangle, le milieu agricole, il est quand même assez peu détaillé, c'est-à-dire qu'on va mettre dans la même, en tant que milieu agricole, on va mettre les plaines de la Beauce et puis des bocages du Cotentin, par exemple. Et donc on est vraiment sur un très très gros grain, vraiment utilisation des terres. Donc on va avoir il y a une diversité de milieux agricoles et il n'y a pas forcément énormément de pesticides dans tous les milieux agricoles. Donc Mhm. c'est plutôt que le milieu agricole, il a vraiment une capacité à accueillir les pollinisateurs. Après, faut quand même le gérer de façon à ce que ce soit possible. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à voix haute là? On va conclure. Non, pas de questions à voix haute. Euh, ok. Alors je vais vous demander une petite, un dernier mini-exercice, puisque, alors je vais vous partager mon écran. Euh, un dernier mini-exercice, de reprendre votre WooClap et je vais vous poser cette question. Donc en un mot, une expression, votre ressenti après cette rencontre. Allez-y. Euh, Exprimez-vous. Est-ce que vous vous sentez totalement désespéré parce que ça vous paraît extrêmement complexe? Est-ce que ça vous paraît simple et vous avez envie de vous lancer? Voilà, c'est vous qui dites. N'hésitez pas à exprimer. On a au top et prête. Bon, ça, les curiosités. Donc, curiosité, on a réussi à attiser votre curiosité, j'espère, en tout cas, et que vous avez envie de vous lancer et d'aller observer. Hyper motivé, bah super. Envie d'en apprendre plus. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Et je vous le répète, je vous le redis, nous, c'est ce qui est vraiment un des freins à la participation aujourd'hui. C'est les gens qui ont des complexes par rapport à la qualité de leurs photos ou alors à la complexité qu'il peut y avoir d'un point de vue des insectes. Donc voilà, on a pu vous le dire, on a pu vous le répéter. N'hésitez pas à vous lancer. Faites votre première collection. C'est vrai que la marche est un petit peu haute au départ par rapport à d'autres programmes, mais n'hésitez surtout pas à vous lancer. Si vos photos sont moches, c'est pas grave. Pensez juste à les recadrer un petit peu autour des insectes pour pas que les insectes soient trop petits au milieu de la collection, pour qu'on puisse bien les visualiser. Mais voilà, toute la communauté des Spipoliens est là. Vous avez pu rencontrer Amandine et Marie-Claude. Et je peux vous dire que c'est sûr et certain que quand vous allez participer, vous aurez des validations, vous aurez des commentaires. Voilà, et n'hésitez vraiment pas, c'est très intéressant. Euh, une fois encore, vous pouvez participer une fois, comme vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez. On a des participants à Scalab 07, notre plus grand participant. Je crois il a dépassé les 7000 collections de photos depuis 2010. Hein. C'est pour vous dire, c'est devenu une hygiène de vie pour lui hein, depuis quelques années de participer tous les jours. Je vois qu'il y en a qui disent que ça dédramatise. Ça fait plaisir de voir ça et que vous ayez hâte de commencer. Nous aussi, on a hâte de vous rencontrer sur la galerie du Speople. Donc voilà, merci en tout cas pour votre participation. Euh, on vous attend dans la galerie. On aura aussi des rencontres nationales. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le forum du Speople. Il y a des informations là-dessus qui se dérouleront les 15 et 16 juin pardon, dans le Marais Poitevin. Je ne sais pas si tu seras là, Colin, mais en tout cas, il y aura des chercheurs, c'est sûr et des gens notamment de Viginature. Et puis, voilà, je répète que le Spipol, il est bien porté par l'OPI, hein, l'Office pour les insectes et l'environnement, qui est une association loi de 1901 de protection de la nature, et le Muséum national d'histoire naturelle. Nous, on est de l'OPI, côté animation, et les chercheurs sont au Muséum national d'histoire naturelle, mais pas que. Il y en a aussi d'autres qui exploitent les données. En tout cas, un grand merci d'avoir contribué. Et puis, bah, à très vite alors sur les fleurs pour vous déjà, et puis après dans la collection, dans la galerie des collections de photos. Et une petite, juste peut prendre 10 Ouais, secondes. bien sûr. Euh, je vais juste faire aussi ma petite promo pour donc le 24 avril prochain, on fait aussi un webinaire sur le programme CUBES, la présentation Mm. du programme CUBES, donc sur la faune du sol. Donc je vous ai mis le lien dans
dans le chat d'inscription au webinaire si ça vous intéresse. Et donc, voilà. Si vous voulez découvrir un autre programme de sciences participatives aussi que l'OPI anime, vous êtes les bienvenus. Voilà, il fait de la promo, mais c'est aussi l'OPI et le muséum. Et le Donc il a muséum le aussi, droit. j'imagine. Donc, Il a voilà. le droit. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. Salut. Merci beaucoup, Colin. Merci, Amandine. Merci, Marie-Claude. Et merci, Hugo. Et bonne soirée. Et on est à peu près dans les temps. On a dépassé que de 15 minutes.